Une base terroriste détruite dans les environs de Tamwalbougou, 260 patrouilles. Ce sont entre autres des opérations menées par les forces armées burkinabè la semaine dernière. Selon l'état-major général des armées, les actions terroristes débutées il y a 5 ans sont encore présentes au Burkina Faso. Les attaques sont si récurrentes qu'elles remettent en cause la cohésion sociale. Mais comment les prévenir ou tout simplement lutter contre ces fléaux qui endeuillent le pays? Quelle peut être la participation de la communauté, notamment leurs représentants au Parlement? C'est l'objectif de cette émission du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, en collaboration bien sûr avec le Parlement burkinabè, organisé par la RTB et l'agence Karma Conseil. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre, de rejoindre la télévision du Burkina à l'occasion donc de cette émission qui sera séquencée autour de 3 axes. Nous aurons d'abord un entretien avec un expert qui est en plateau, déjà installé avec moi. Et ensuite, nous allons inviter des parlementaires qui vont nous rejoindre donc en plateau pour échanger avec nous et avec les téléspectateurs, puisqu'en troisième partie, nous aurons des appels téléphoniques et des questions des internautes adressées à la fois aux parlementaires, mais aussi à l'expert en plateau avec moi. Vous pouvez donc nous appeler au 25 40 79 03 ou poster vos messages sur le hashtag facebook.com RT Burkina. Docteur Émile Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Simon Bongo. Vous êtes enseignant au Centre d'études stratégiques aux États-Unis. Vous êtes directeur exécutif de la Fondation pour la sécurité du citoyen. Vous êtes membre du comité exécutif du réseau africain du secteur de la sécurité. C'est vous que nous avons choisi ce soir pour parler donc de ce thème, participation communautaire à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives pour le renforcement de la cohésion sociale et l'unité nationale. On ne pouvait pas trouver mieux, puisque vous êtes aussi, je dois préciser, un ancien ministre de ce pays. Alors, on commence aujourd'hui. Quelle est la situation réelle? Parce qu'on entend par-ci attaque au nord, attaque à l'est et parfois même à l'ouest. Quelle est la cartographie, la situation réelle de cette insécurité au Burkina? Merci, Monsieur Simon Gongo. Je voudrais d'abord remercier l'Assemblée nationale et le projet PROCAB de m'associer donc à cette initiative et venir débattre sur la thématique, une thématique qui est d'actualité, une thématique qui est très pertinente, celle donc de la participation donc de des communautés dans la lutte et la prévention donc de l'insécurité et le terrorisme au Burkina Faso. Je voudrais donc, pour répondre à votre première question, dire que la situation donc sécuritaire au Burkina Faso donc est une situation peu réduisante et c'est une situation que ce pays n'a jamais en tout cas vécu depuis donc son indépendance. Et nous pouvons donc dire que plus de 7 régions du Burkina sont touchées par le phénomène du terrorisme et de l'insécurité. Et dans ces 7 régions, nous avons 4 régions qui sont particulièrement touchées, à savoir la région du Sahel, la région du Nord, la région du Centre-Nord, la région du Sahel et donc de l'Est. Ensuite, d'une manière un peu moins touchée, viennent les régions de la boucle du Moun, des hauts-bassins et du sud-ouest et un peu la cascade, si je peux ajouter cela. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que cette insécurité se manifeste de plusieurs façons. Nous avons les attaques des terroristes. Et à côté des attaques terroristes, nous avons des attaques de bandes armées, je veux dire des bandits armés. Et enfin, nous avons ce qui est le plus urgent, le plus dangereux, c'est les conflits intercommunautaires. Et n'oublions pas aussi d'ajouter à cette insécurité, l'insécurité donc dans les centres urbains qui est toujours rampante.
Alors, vous le dites bien, il y a les terroristes, les bandits armés. C'est vrai que chaque fois qu'il y a une attaque, on parle de Annie, hommes armés non identifiés. Est-ce que vous, dans vos recherches, vous êtes arrivé à mettre un visage ou bien des noms sur justement ces groupes qui nous attaquent aujourd'hui? Alors, cette question est une question extrêmement pertinente parce que quand on regarde ceux qui attaquent le Burkina, il y a une grande confusion qui règne autour. Et je voudrais ici donc, selon mes études et mes recherches, les catégoriser en 3 points essentiellement. Donc il y a 3 catégories pour moi donc de personnes ou d'organisations qui attaquent le Burkina. Et la première catégorie, c'est les organisations terroristes classiques. La deuxième catégorie, c'est les organisations criminelles et les bandits armés. Et la troisième catégorie, c'est les hommes armés non identifiés que vous avez bien cités, qui d'ailleurs ne revendiquent jamais leur acte. Et enfin, donc, les acteurs sociaux qui alimentent les conflits intercommunautaires. Ça, c'est extrêmement important parce que voici des gens qui se battent sans savoir pourquoi ils se battent. Et tout ceci, avec les représailles et les règlements de compte, alimente l'insécurité et crée une psychose de terreur au Burkina Faso. Alors, quand vous dites les acteurs sociaux, quand vous dites les groupes terroristes classiques, est-ce qu'il y a des noms? Parce que je précise qu'avec vous, nous allons être très pédagogiques. Ça tombe bien puisque vous êtes enseignant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on sait les attaques? Est-ce que c'est le GSIM? Est-ce qu'il s'agit de l'État islamique au Grand Sahara? Voilà, c'est qui exactement? Donc, pour les organisations terroristes, je préfère les appeler organisations terroristes, et classiques, nous avons d'une part Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a donc le GSIM. Le GSIM, c'est le groupe de soutien à l'islam Et aux musulmans? et aux musulmans. Et avec donc Yagali, le malien Touareg, le Touareg malien comme chef, et aussi la Katiba de Massina. Et je vais parler donc le Fonds de libération de Massina, qui est dirigé par Amadou Koufa. Et enfin, donc, le défunt Ansaroul Islam, qui est donc un groupuscule qui est né au Burkina et qui était donc dirigé par Quand le vous dites feu. défunt, ça veut dire que ça n'existe plus? Non, c'est pratiquement éclaté parce que les éléments donc, de Ansaroul Islam se sont repartis donc, entre Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique au Grand Sahara. Et donc l'État islamique au Grand Sahara, c'est essentiellement donc, une scission donc, qui est venue de Al-Mouraboutine, qui était formée aussi avec des groupes qu'on appelle le Moujao. Et tous ces éléments donc, ont créé donc, l'État islamique au Grand Sahara. Donc voilà à peu près donc, tous ces groupuscules qui composent ces deux organisations terroristes classiques, à savoir Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous le dites si bien, groupuscules, docteur, cependant, ils ont du succès. Comment expliquez-vous justement que des groupuscules puissent avoir autant de succès sur le terrain? Parce qu'ils nous attaquent depuis 2016, 2015 d'ailleurs, et jusque-là, ils continuent de prospérer sur notre territoire. Bon, je voulais d'abord qu'on relativise. Et c'est vrai qu'ils ont eu du succès dès le début. Aux premiers instants, à partir de 2016, quand ils ont commencé les attaques, ils ont pris les forces de défense et de sécurité au dépourvu. Donc, ils ont engrangé quelques victoires. Et aujourd'hui, je pense que la tendance est en train de s'inverser. Et je profite ici d'ailleurs pour rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui, de mon avis, ont abattu un travail colossal, un travail qui mérite d'être félicité. Mais il faudrait reconnaître que ces groupuscules ont comme stratégie de s'implanter dans les localités à travers donc, des griefs des griefs et des récriminations donc, des populations. Ils sont bien implantés, effectivement, et dans la région du Sahel. Et ils sont aussi bien implantés à l'est. Quand vous prenez le Sahel, il faut comprendre qu'il y a, sûrement on reviendra là-dessus, les prêcheurs comme Malam Diko et
et Amadou Koufa, qui ont été pour beaucoup dans l'influence donc de cette implantation au Sahel. Et quand vous prenez l'Est, il existait déjà un terreau fertile. Je parle le crime organisé surtout, et les grands bandits qui végétaient et qui étaient déjà dans cette région. Et ça a été encore un autre terreau fertile pour pouvoir permettre leur installation. Mais tout cela, donc, c'est basé sur des griefs. Et ils utilisent donc ces griefs pour avoir donc la confiance de la population. Et jusqu'à présent, en tout cas, si on veut parler en termes de succès, ils ont quand même le soutien de certaines franges de la population. Oui, mais comment voilà, ils arrivent à tenir aussi parce ils ont des armes, ils ont des munitions, comment ils les achètent, comment ils sont financés, tout cela. Non, c'est vrai qu'il y a une collusion, sinon une complicité entre les organisations terroristes et le crime transnational organisé. Donc, ils se sont répartis les tâches, je peux vous le dire. C'est vrai que les organisations terroristes ont des objectifs clairs, mais il y a aussi le crime transnational qui est là et qui s'occupe de la mise en place de cette logistique, essentiellement le trafic de drogue. Le drogue circule beaucoup dans ces narcotrafiquants. Les narcotrafiquants essentiellement, et qui font aussi le trafic d'armes, le trafic de munitions. Donc c'est tout un business modèle qui fait qu'effectivement, donc il y a une parfaite harmonie, une parfaite collaboration entre les groupes, les organisations terroristes et le crime transnational dans les régions donc, où ils sont généralement bien implantés. Et il faut reconnaître aussi que je prends le cas de l'Est où nous avons des griefs que les populations donc, reprochent à l'État. C'est essentiellement quoi? C'est la pression foncière et les terroristes récupèrent ces griefs-là. C'est les questions d'orpaillage illégal parce que l'Est compte plus de 20 sites miniers et les terroristes proposent à la population donc, de pouvoir les aider donc, à chasser l'État et les donner ces sites-là pour qu'ils puissent exploiter. Et c'est toutes ces activités qui font leur source de financement. Donc, ils prélèvent des impôts, ils prélèvent des taxes, et donc, d'une manière scientifique, ils ont organisé une contrebande qui écoule cet or dans les pays voisins, et cela fait donc un butin. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir un parrain vraiment économique, ils n'ont pas eu besoin d'avoir un parrain spirituel pour pouvoir s'auto-financer. Ces groupes terroristes s'autofinancent à l'heure actuelle au Burkina Faso. Ils ont cette capacité de s'autofinancer. On parle de l'orpaillage aussi, de l'orpaillage. Oui, l'orpaillage surtout est vraiment une manne financière assez importante parce qu'ils contrôlent les sites miniers. Et comme je l'ai dit, ils prélèvent des impôts et des taxes. Et cela est extrêmement important. Et cela crève bien sûr le budget de l'État. On va revenir au cours de l'émission sur certains aspects, mais selon vous, quelles devraient être aujourd'hui les réponses que l'on doit apporter à cette menace-là? Ok, les réponses. Moi, je dirais que d'abord, il y a la réponse militaire, la réponse sécuritaire, je préfère dire la réponse sécuritaire. Et dans cette réponse sécuritaire, je pense que, comme je le disais, tout de suite, les forces de défense et de sécurité, en tout cas, ont beaucoup travaillé pour empêcher que ces organisations terroristes puissent se sanctuariser, puissent avoir une base. Donc, ils sont obligés aujourd'hui d'appliquer une guerre de guérilla, une guerre d'harcèlement et une guerre d'usure aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas de sanctuaire vraiment à proprement parler. Ils contrôlent les zones, mais ils n'ont pas de sanctuaire. Donc, la réponse militaire, et je pense qu'elle était, en tout cas à mon avis, est nécessaire et doit pouvoir continuer. Et à la réponse aussi socio-économique, le gouvernement a mis en place le programme d'urgence pour le Sahel. Le PSUD. Voilà, le PSUD. Donc, je crois que c'était une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, comme le dit le dicton, sans développement, il n'y a pas de sécurité et sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et ce projet est en fin d'exécution. Je pense que d'ici là, des études viendront nous dire quel a été l'impact réel donc, de ce projet donc, au Sahel. Et je crois que ces deux réponses vont de pair. Et si on arrivait vraiment à continuer dans cet élan, ça pourrait avoir un impact. Alors, nous allons accueillir deux députés qui sont dans le studio.
Et nous invitons donc ces députés qui sont membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'honorable député Sombier Albert Benao et de l'honorable député Dieudonné Sorgo. Honorable, venez, installez-vous. Alors, bonsoir. Prenez place. Avant de revenir à vous, nous allons suivre ensemble un expert que nous avons rencontré, qui nous parle justement du rôle des parlementaires dans la lutte ou dans la prévention donc, de ces conflits, de cette insécurité et du terrorisme au Burkina. Il s'appelle Oumarou Koualaga. Il est expert consultant en géostratégie et nous allons donc l'écouter ensemble. Les députés, ce sont les représentants du peuple. Ce sont eux qui sont considérés ou censés être proches des populations, qui doivent recueillir leurs préoccupations. Et donc, ils ont pour rôle, effectivement, d'être à l'initiative, d'amener le gouvernement par un certain nombre de dispositifs, par le vote des lois, de permettre à l'exécutif de pouvoir mener un certain nombre d'actions, ces activités, que ce soit au niveau militaire de façon plus classique, mais d'autres initiatives également doivent être encadrées et ça c'est les députés qui doivent le faire. Je pense qu'ils ont joué dans une certaine mesure, parce qu'il reste encore à faire forcément, ils ont permis de voter un certain nombre de lois, notamment je pense avec l'ANR par exemple. Maintenant auprès des populations, je crois qu'ils doivent jouer, sinon le tampon entre les entités, recueillir effectivement, sensibiliser les populations, recueillir les attentes et reporter cela, au niveau de l'exécutif. Ils doivent faire du plaidoyer auprès de l'exécutif. Ils doivent aussi essayer au sein des populations de faire comprendre que en fait, nous sommes en face d'une menace multiforme et complexe qui demande à ce que toutes les populations soient associées. Cela demande qu'il y ait, une certaine légitimité aussi du mandat. Il y a la légalité, je parle de la légitimité. Alors, ce sont donc des propos recueillis par Draman Guéni. Honorable, vous l'avez suivi. Aujourd'hui, quelle a été, votre réponse, votre contribution à cette mobilisation donc, contre l'insécurité dans notre pays? Merci Simon Gongo pour l'occasion que vous nous donnez de parler de la sécurité communautaire. Au niveau du Parlement burkinabé, je pense qu'on peut scinder les actions en 3 phases. Il y a eu la première phase, c'est la phase législative. Il y a eu des lois. Je veux citer 2 ou 3 lois. La loi de programmation militaire quinquennale 2018-2020, 22 plutôt. Adoptée en 2017. Adoptée en 2017. Cette loi devait permettre de moderniser notre armée. Il y a eu la loi sur les volontaires. Qui fait autour de 700 milliards. 725 milliards exactement. Échelonnés sur 5 ans. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'on devait avoir à peu près 140 à 150 milliards par an sur 5 ans. D'accord. Il y a la loi aussi sur les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qu'on a voté en 2020, en janvier 2020. À l'initiative du gouvernement. À l'initiative, effectivement. Toutes les 2 lois d'ailleurs, parce qu'on parle du rôle du député, voilà. Donc c'est bien de préciser. Le second acte, c'est la gouvernance, le contrôle de la gouvernance. À ce sujet, je pense qu'on a eu en 2018 une session spéciale qui a été dédiée à l'insécurité et à la défense au Burkina, au niveau de l'Assemblée. C'est-à-dire, au cours de cette session, on a eu à auditionner les ministères concernés. Je veux parler du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité. Et au sorti de cette session, on a retenu 14 recommandations qui ont été fondamentales. Et le troisième axe, je veux dire que c'est la contribution financière même du député. Chaque député a eu à donner 1 million de francs CFA pour accompagner nos forces de défense.
Donc 127 millions de francs CFA, honorable Songo, quand vous êtes capable de mobiliser 450 millions pour le coronaton, est-ce qu'on inverse peut-être les rôles alors que l'insécurité peut tuer en une journée 50 personnes, le coronaton le coronavirus en 4 mois a tué 53 personnes. À l'Assemblée nationale, on privilégie peut-être le virus à la sécurité, c'est ça? On n'a pas privilégié quoi que ce soit au niveau de l'Assemblée. Oui. C'est-à-dire que peut-être que les gens n'ont pas l'information, mais sur l'aspect sécurité, tous les députés, chaque député a donné également 1 million. Ça a été fait. Vous vous souviendrez qu'avant cet apport-là, les députés avaient consenti à peu près 19% de leurs éboulements pour aider vraiment le pays parce qu'on venait d'une situation post-institutionnelle à se relever. Oui, mais avec le coronavirus, Oui, vous êtes parti un peu plus loin en mobilisant. Vous avez organisé un coronaton à la télévision ça, c'est vrai. avec une mobilisation générale qui mobilise en un temps record, en un mois, je crois, 450 millions. Donc, on voit le choix est clair, quoi. Non, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que quand le corona est venu, tout le monde a su comment l'effet dévastateur était là. Voilà, c'est venu, on a déclaré ça le 9 mars 2020 et peu de temps après, on a vu le désastre que ça faisait un peu dans le pays. Voilà. On était déjà sur la question sécurité quand cette affaire est arrivée. Donc il fallait quand même un sursaut pour pouvoir aider le gouvernement à se sortir des problèmes. C'est ce qu'on a eu à faire. Pour peut-être revenir, parce que je vais compléter ce qu'il a dit. Oui. Parce que au niveau des lois, il faut reconnaître qu'au niveau du Parlement, depuis 2016 jusqu'à 2020, nous avons fait on a voté vraiment un certain nombre de lois pour renforcer le corpus sécuritaire au niveau de notre pays. Bon, il a cité 2 lois, mais je vais en rajouter que, par exemple, au niveau de la justice, vous savez que nos administrations n'étaient pas préparées à mener un peu, à traiter un peu de ces questions-là. Donc, au niveau de la justice également, un certain nombre de lois ont été votées pour permettre à ce que la justice puisse vraiment affronter ces questions. Au niveau également de l'armée, concernant le statut même du personnel, une loi encore a été votée pour réglementer un certain nombre de choses. Il a parlé de la police parce que ça commençait à en faire un peu de soucis. Donc on a voulu à un moment donné uniformiser tous les corps de sécurité pour que vraiment de façon homogène ces différents corps puissent s'attaquer au phénomène. Donc c'est ce que nous avions fait. Je vous prends au mot, vous avez voté des lois. Oui. Sur le terrain, qu'est-ce que ça a changé, ces lois-là? Parce que là, ce qu'on apprend, c'est que les armes, par moment, ne crépitent pas sur le terrain. Par moment, les primes sont en retard. Est-ce que vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes allé sur le terrain, rencontrer les acteurs, à la fois le gouvernement, à la fois les professionnels, c'est-à-dire les militaires eux-mêmes, pour comprendre pourquoi, malgré les 140 milliards dont vous parliez, voilà, que vous avez alloué, il y a toujours ces soucis sur le terrain. Vous savez que nous avons, en tant qu'Assemblée, 3 rôles essentiels. Voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, ça c'est des choses que tout le monde a entendu. Mais en tant qu'institution, nous ne pouvons pas nous lever comme ça pour... Donc l'Assemblée a ses procédures, a ses manières de faire. Et je peux vous dire que, présentement, au niveau du Parlement... Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours dans les procédures? Non, ce n'est pas une histoire de procédure. C'est-à-dire que on a fait, comme il a dit là, il y a eu une première rencontre qui a consisté à rassembler les ministres qui agissent dans le secteur de la sécurité. On a fait un certain nombre de recommandations qu'on a transmises également au niveau du gouvernement. Si après, on se rend compte que les choses persistent, actuellement l'Assemblée a commis une commission d'enquête parlementaire et nous sommes en train d'attendre pleinement les résultats. Voilà. Donc on n'est peut-être pas fondé à parler en avance un peu de ces choses-là d'abord, mais dans un proche avenir, ce sont des choses qui vont tomber et puis ça sera rendu public. Donc, honorable Benao, il y a une commission d'enquête parlementaire en cours. Une mission d'information plutôt qui... Une mission d'information, ok. Mars 2020. Je pense que c'est avec l'avènement du Covid-19 que les travaux ralentissent. Sinon, on attend bientôt, on va mettre des données au niveau de l'Assemblée. Et je pense qu'on va mettre l'information à la portée du public.
Si nous sommes allés sur le champ, nous sommes allés, on a visité des casernes, on a même écouté les officiers supérieurs, les hommes de rang. En tout cas, nous sommes sortis. Parce que tout à l'heure, avant de venir à cette émission, on a suivi dans le journal de 20 h le chef d'état-major général des armées qui était en tournée. Et effectivement, il a dit qu'il y a des problèmes sur le terrain qui lui ont été rapportés et qu'il cherchait des solutions. Il y a des solutions qu'il peut apporter tout de suite et maintenant. Et forcément, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Ça veut dire qu'il n'a pas tous les moyens de sa politique. Voilà. Alors, on poursuit parce qu'il y a aujourd'hui 900 000 personnes déplacées, mais surtout, il y a une crise communautaire qui, on va dire, la situation des attaques provoque une crise sécuritaire. D'abord, vous allez nous parler de cela, docteur Émile Ouédraogo. Quel est justement l'impact de cette sécurité-là sur la cohésion? Merci. Je peux dire qu'aujourd'hui, l'impact de l'insécurité du terrorisme au Burkina sont assez perceptibles sur le plan politique, sur le plan économique et social. Vous l'avez si bien dit, à peu près 921 000, sinon 1 million de personnes déplacées internes, plus de 2000 victimes depuis le début donc, des attaques terroristes depuis 2015-2016, plus de 3000 écoles fermées, et une économie à l'arrêt dans les zones infectées et affectées par le terrorisme et l'insécurité, et d'une désertion totale de l'administration et aussi des élus locaux, des députés dans ces régions qui sont obligés donc de se retrouver donc dans les centres urbains comme Ouagadougou pour éviter donc d'être lynchés ou en tout cas être victimes de représailles. On se rappelle encore, paix à son âme, le décès donc du député maire de Djibo, donc qui a été victime donc de ces actes barbares des terroristes. Et aussi sur le plan social et la cohésion, et sur le plan de la cohésion sociale et de l'unité nationale, le terrorisme a réussi à opposer des communautés. Je veux parler des conflits intercommunautaires. Aujourd'hui, cela devient un problème assez sérieux, un problème qui menace même l'existence de notre État, un problème de sécurité nationale. Et cela, il faut le comprendre, ça fait partie des stratégies des terroristes. Et nous ne devons pas tomber dans ce piège. Et justement, docteur, est-ce qu'il y a une communauté aujourd'hui au Burkina qui est terroriste, comme cela peut s'interpréter? Non, je réponds tout droit. Il n'y a pas une communauté terroriste. Il n'y en a pas. Quand vous prenez les terroristes, il y a aussi bien des Mossi, il y a aussi bien des Gouroussi, il y a aussi bien des Ouédraogo, des Kaboré, des Sawargo. Mais on peut noter qu'il y a aussi bien un grand nombre de Bari, de Diko, de Diallo. Mais cela peut s'expliquer. Cela peut s'expliquer. Comment ça s'explique alors? Ça s'explique simplement. Moi, je peux vous donner déjà 3 raisons qui expliquent pourquoi il y a une forte proportion d'une communauté. C'est très important la réponse à cette question, puisque ça fait tellement débat. Donc, votre réponse est très attendue. Ok, moi, selon mes analyses, le premier facteur qui fait qu'il y a beaucoup de la communauté Peul dans ces organisations terroristes, c'est d'abord la proximité de la région. Même si vous commencez par dire qu'il n'y a pas que des Peuls. Oui, je l'ai dit. Ces attaques. Il n'y a pas que des Peuls, voilà. Il y a toutes les ethnies. C'est très important parce que ça permet de comprendre ce que vous allez dire. Absolument. Il y a toutes les ethnies et comme je l'ai dit, il y a une forte proportion de Peuls, mais il n'y a pas que des Peuls. Et j'ai dit, ça s'explique, cette forte proportion s'explique pour d'abord la proximité de la région du Sahel et du Nord avec l'épicentre donc des conflits intercommunautaires qui se sont passés et qui se passent au Mali. Il y a eu un effet domino, un effet de contagion de cette crise, comme je l'ai dit, qui a donc à une proximité, pour ne pas dire partage les mêmes frontières que d'abord les régions du Sahel et du Nord. Et ces régions, ce n'est pas un secret, sont occupées essentiellement, sinon majoritairement, par l'ethnie Peul, à 90%. Ça, c'est d'abord cette proximité donc, avec l'épicentre
du conflit intercommunautaire qui se passait au Mali. Donc du coup, il y a eu des déplacements donc d'une partie de la population qui allait soutenir les autres là-bas pour effectivement donc qui ont pris part donc à ce conflit. Et ça, c'est d'abord une des raisons. Et la deuxième raison, c'est aussi le point d'entrée. Le point d'entrée et la proximité sont pratiquement, donc on peut les mettre ensemble. Si les terroristes étaient rentrés par le sud, peut-être qu'on allait trouver peut-être beaucoup plus de lobby, de Gouroussi ou je sais pas moi, de Dagari. Donc le point d'entrée par lequel les terroristes ont utilisé, ils commencent d'abord à s'implanter avec ces populations, ils commencent à créer une base avec ces populations, ils commencent à créer un sanctuaire avec ces populations avant donc de pouvoir progresser donc, sur l'ensemble du territoire. Et ça explique pourquoi, en passant par donc, la région du Sahel et du Nord, il y a une forte proportion donc, de Peuls. Et le dernier élément qui est très important, c'est l'influence négative des prêcheurs. Le prêcheur Amadou Koufa et le feu Malam Diko, qui prêchait en Peul. Il ne prêchait pas en Dioula, il ne prêchait pas en Morée. Et s'adressait à une communauté. Cela a été extrêmement nocif. Et ceux qui n'étaient pas bien préparés, ils ont pu récupérer donc des égarés et qu'ils ont pu manipuler psychologiquement et qui ont adhéré à leur cause. Sinon, fort heureusement d'ailleurs, la grande majorité des musulmans, qui sont d'ailleurs des Peuls, qui sont musulmans, n'adhèrent pas à cette idéologie, à ce concept rigoriste de l'islam. Les peuples musulmans sont généralement d'obédience malékite, c'est-à-dire vraiment un islam tolérant, un islam... Et voilà pourquoi d'ailleurs vous prenez dans toutes les communautés au Burkina Faso, il n'y a pas une seule communauté où il n'y a pas de peuples. Ils ont réussi à s'intégrer, ils sont intégrés. Donc c'est tout sauf une histoire d'une communauté peul. C'est une stratégie qui a été utilisée par les terroristes et il faut bien le noter. Honorable, il y a justement ces débats, on va dire une stigmatisation qui naît de plus en plus. Et on a vu des associations de défense des droits humains ou bien des organisations qui en parlent. Il y a récemment cette affaire de Tanwalbougou qui est arrivée. Il y a eu Yurgou, il y a eu Arbinda. Il y a eu en tout cas ces conflits communautaires sur le terrain et souvent des allégations d'exactions extrajudiciaires au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir d'abord comprendre cette situation et qu'est-ce que vous avez proposé pour pouvoir éteindre ces conflits-là qui s'allument? Effectivement, au niveau de l'Assemblée nationale, avec le message que le président de l'Assemblée avait lancé pour dire aux députés de prêter main forte à la lutte contre l'insécurité, chaque député, ça dépend de ta zone, a fait un travail. Je peux peut-être dire ce que je fais dans ma zone. Je sais qu'au niveau de la Sicile, lors de nos rencontres, on essaie de dire à nos parents, le terrorisme n'est pas affaire de peul. Ça peut arriver dans toutes les sociétés. On a même eu des rencontres avec la communauté peul. Vous êtes là depuis des années. Je pense que ceux qui sont en face, c'est pour nous séparer. Sinon, ce n'est pas vous. Nous sommes ensemble depuis belle lurade. Donc, il faut faire très attention. On a eu même, vous savez que c'est des zones qui ont reçu beaucoup de déplacés internes. Je prends le cas du Ziro et de la Sicile. On a fait même un travail sur le terrain pour qu'on puisse quand même récupérer des enfants. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 575 élèves qui sont venus du Nord, qu'on a pu inscrire dans les écoles. En dehors de ça aussi, je pense qu'il y a eu même des villages où on a mis des terrains à la disposition de ces déplacés, qu'ils soient Peul ou Mossi, pour qu'ils puissent cultiver. Alors, c'est un travail sur le avant terrain. de revenir à vous, on va suivre encore deux experts qu'on a rencontrés, celui qu'on vient d'écouter, mais aussi un autre expert qui se prononce sur, dans un premier temps, les réponses que le gouvernement a eu à apporter donc, face à cette insécurité. Et le deuxième va nous parler de la participation communautaire, justement, à la prévention et à la lutte contre cette insécurité. Nous les écoutons. Donc,
la réponse n'a pas été à la mesure des attentes par rapport à un phénomène. C'est vrai qu'on a dit qu'il est nouveau, mais c'est un phénomène qui existait quand même depuis longtemps. Donc il n'y a pas eu d'anticipation, j'allais dire. Alors, les quelques formations, le renforcement en termes de logistique, on a outillé, que ce soit au niveau capacitaire, mais au niveau de la logistique, ça a permis quand même de pouvoir cerner non seulement la menace, parce que c'est ça qu'il s'agissait d'abord, cerner la menace, mais ça a pu quand même essayer d'apporter une petite réponse semblant de cerner l'ennemi, mais cela n'a pas empêché justement les terroristes, on a dit les groupes armés terroristes, de continuer parce qu'ils ont une organisation très structurée, une vision très bien établie, contrairement à ce qu'on pense. La lutte contre l'extrémisme violent, on a dit que c'est une lutte asymétrique. Et pour gagner cette guerre, on appelle ça, pour gagner cette guerre, il faut utiliser plus l'intelligence, c'est-à-dire il faut faire presque la cour à la population pour que la population puisse adhérer. Parce que la pièce maîtresse, la pièce essentielle dans la quête de la solution, c'est la population. Et donc, vous voyez clairement que les groupes terroristes même font la cour, ils cajolent plus la population. Alors, le comportement de la population doit être de sorte que ils acceptent même l'implantation, ils acceptent même le travail fait par les forces de défense et de sécurité. Et pour qu'ils puissent accepter le travail fait par les forces de défense et de sécurité, il faut aussi que les forces de défense et de sécurité viennent vers les populations. Et ce n'est plus aux populations peut-être d'aller vers les forces de défense et de sécurité, il faut que les forces de défense et de sécurité partent vers les populations pour leur expliquer le bien fondé de leur action et l'intérêt commun qu'ils sont en train de chercher pour ces populations-là. Alors, merci à Marguerite Douanier donc, qui a recueilli ces réactions pour nous. D'abord, je permets au docteur Ouedraogo de se prononcer d'abord sur la réponse même du gouvernement. Permettez-moi de faire une petite nuance avec le premier intervenant. Je pense que la réponse militaire, il faut le dire, elle était quand même appropriée. Elle était appropriée parce qu'il fallait d'abord contenir la menace. Contenir la menace, c'est arriver à équilibrer les rapports de force. Et si vous voulez, j'aime le dire, maîtriser donc l'équilibre des violences. Alors je pense que s'il n'y avait pas eu cette riposte militaire, qu'aujourd'hui on allait dans une situation pire. Elle était bien appropriée, j'estime. Il y a eu des difficultés dès le départ, parce que c'est normal. On n'a pas été suffisamment prêt, on ne peut jamais être prêt d'ailleurs. Et c'est toujours que même les grandes armées ont toujours ce petit frottement au début, et avant donc de pouvoir reprendre le poil de la bête. Et je crois qu'aujourd'hui, et je pense que ça commence à avoir des effets très positifs sur le terrain. Il faut quand même le reconnaître. Et s'il n'y a pas eu cela, ça aurait été autrement. Ce qui est important par contre de noter, c'est la mutation de la menace. Quand les terroristes s'aperçoivent donc qu'ils ne peuvent pas frontalement affronter les forces de défense et de sécurité, ils ont donc muté ça dans des conflits intercommunautaires. Et ça fait partie de leur stratégie. C'est extrêmement important. Et on aborde justement la réaction du deuxième expert. Justement, c'est pour faire le lien. Et parce qu'ils ont compris qu'effectivement, avec les conflits intercommunautaires, c'était plus facile, c'était du pain béni pour eux, de pouvoir donc continuer à prospérer et vraiment pour leur propre existence. Et d'ailleurs, un de leurs leaders, il parlait, c'est Al-Sahraoui, disait d'ailleurs depuis 2013 que ce n'est plus le moment de faire des grandes campagnes pour occuper des espaces. Laissons le temps au conflit intercommunautaire de creuser le lit de l'État, faire en sorte que l'État s'affaiblisse. On a l'impression, docteur, que ce sont de grands stratèges qui réfléchissent, qui conçoivent leur stratégie avant d'agir. C'est vraiment des grands stratèges. J'avoue que les conflits intercommunautaires qui ont pour conséquence, bien sûr, le repli identitaire et ce que nous savons, la stigmatisation, met à mal la cohésion sociale et l'unité nationale d'un pays. Et c'est ça, par contre, qui est le socle sur lequel nous devons nous reposer pour vraiment gagner une victoire. Et si vous touchez à l'unité nationale, vous touchez à la cohésion sociale, c'est vraiment extrêmement important. Et là, ils n'ont pas d'état d'âme, ils ont réellement
misé sur ça. Et aujourd'hui, nous sommes obligés donc de changer de stratégie. Et peut-être on reviendra là-dessus. Il faut absolument que nous changions de stratégie. Et là, le deuxième intervenant a plus ou moins raison. Il faut que nous ayons à la conquête des cœurs de la population. Et je crois qu'à ce niveau aussi, le gouvernement a anticipé. Seulement, c'est la mise en œuvre qui a été un peu lente. Depuis, on a des lois. La loi 032, par exemple, parle de la participation de la communauté, les décrets qui sont là, qui parlent de comment est-ce que la population devait participer dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Malheureusement, on n'a pas encore eu le temps donc, de pouvoir opérationnaliser tous ces concepts. Qui sont là. Je précise que cette émission est participative et à présent, vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03 ou tout simplement poster vos messages sur le hashtag facebook.com/RT Burkina pour donc laisser vos questions. Honorable, on a parlé tout à l'heure de justement ce conflit qui se transforme en conflit communautaire. Je vous lis une question que nous avons recueilli sur notre page Facebook de Yvonne Ouattara. Comment faire pour retrouver la cohésion sociale dont le Burkina s'est vanté de disposer jadis, maintenant que les communautés se sentent stigmatisées du fait de leur appartenance raciale? On va dire ethnique, puisque nous sommes de la même race dans tous les cas. Voilà. Moi, je pense que... c'est-à-dire que... je reprends un peu ce que le docteur vient de dire. En fait, la question sécuritaire, bon, vous vous rappelez cette histoire de question de police de proximité dans les années 2003, on y avait même pensé depuis. Depuis, on y avait même pensé. Et puis, bon, pour des raisons certainement de finances, on a abandonné. Jusqu'à ce que la menace terroriste est arrivée. Et c'est à partir de ce moment maintenant qu'on se rend compte qu'on n'était pas très très bien outillés. Regardez même en termes de renseignement. Bon, comment est-ce qu'on était organisé? On a créé l'ANR il n'y a même pas longtemps. Sinon avant, le renseignement était un peu divisé comme ça. Donc il a fallu unifier tous ces aspects pour pouvoir quand même vraiment consolider un peu les informations que nous recevons. Donc je dois dire que une fois que ça a été fait, bon, comme il a dit, les terroristes ont compris qu'ils ne peuvent plus frontalement vaincre. Donc ils passent par les autres manières là. Mais dans ça, c'est là où intervient justement que l'État puisse vraiment mettre en œuvre une politique sociale, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'à ce niveau, bon, ça n'a pas toujours été bien mené. Voilà. Oui, quel a été justement le rôle de vous, parlementaires? Voilà. C'est beaucoup plus cela que nous voulons de vous. J'en viens. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous prenez une politique qui est là depuis 30-40 ans, bon, c'est trop facile de dire que c'est extra tout. Mais aujourd'hui, on a des réalités, il faut sereinement faire face. Moi, je pense que c'est ça. Il faut sereinement faire face, et c'est quoi on doit faire. Il a parlé tout à l'heure du programme d'urgence du Sahel qu'on a mis en place. Et si cette réponse-là était là depuis peut-être 20-30 ans, hein, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait mieux géré ces aspects. Malheureusement, c'est maintenant que ça arrive et on est en train de faire face. C'est ça la réalité. Sauf que souvent, pour des raisons sécuritaires, il y a des endroits où on a plus accès, bien sûr, mais ça, c'est ça. Bon, même nous, députés, il y a des zones pour aller, c'est un problème. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où, actuellement, il faut utiliser déjà la force militaire pour équilibrer un peu les choses. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut à côté rapidement mettre un programme économique qui puisse vraiment rétablir un peu les choses. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas autre solution. Il faut éviter de parler de la stigmatisation, de dire que... Bon, donc ça, ce n'est pas du tout approprié. Voilà. Et vous voyez que même au plus haut lieu, le chef d'État lui-même en parle. Il dit, bon, il faut éviter de faire de la stigmatisation, il faut éviter de dire que telle communauté est ainsi et cela. Bon, sauf que je lis, par exemple, la question de Irénée Savadogo que je vous adresse. Les populations touchées par le terrorisme ont l'impression que le pouvoir central les a abandonnés à leur sort, voire entre les mains des groupes djihadistes. Je termine la question avant que vous nous répondiez. Vous êtes parlementaire. Vous êtes les représentants du peuple. Vous avez été mandatés par ces populations-là qui se sentent abandonnées. Et que vous aussi abandonnez peut-être pour vous réfugier en ville normale, puisque c'est une question de sécurité. Mais qu'est-ce que, à partir de là,
vous faites pour pouvoir d'abord décrisper cette question ambiante de stigmatisation et puis effectivement apporter des réponses concrètes? Parce que là, c'est vraiment des réponses concrètes. On attend des réponses concrètes de vous. Qu'est-ce que vous faites? Bien, c'est ce que en fait, j'ai continué l'idée. Ouais, on est dans une situation où, prenez une zone où tout le monde a fait. Parce que nous sommes des élus nationaux, mais il y a les élus locaux qui sont même nos relais. Il se trouve qu'on a beaucoup de communes aujourd'hui où il n'y a même plus, et l'administration, il n'y a aucun, il y a vraiment personne là-bas, tout le monde a fui. De telle sorte que, bon, il n'y a que peut-être les forces de l'ordre qui de temps en temps peuvent s'y rendre. Ça aussi, dans une certaine organisation. Dans cette situation, qu'est-ce qu'un parlementaire peut faire? C'est ce que nous avons dit là. On a voté vraiment tous les tests qui étaient nécessaires pour permettre vraiment à la sécurité de mener à bien ses activités, y compris l'aspect financier. Et jusque-là, ça ne fonctionne peut-être pas? Non, ça fonctionne. C'est-à-dire que, bon, si vous votez par exemple une loi de programmation militaire, par an, il y a quelque chose qui est prévu, il faut que ça rentre pour qu'on puisse faire les dépenses. C'est ça. Voilà. Donc, nous, notre problème là, il fallait d'abord qu'on puisse régler la question militaire sur le terrain. Sinon, personne ne peut s'y rendre. Voilà. Maintenant, pendant ce temps, si les populations disent qu'elles ont été abandonnées, elles ont tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec elles. Elles ont tout à fait raison. Mais la réalité est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que je dis qu'il faut aborder les problèmes avec sérénité. Ce n'est pas la peine Bon, c'est ça. Si on peut faire quelque chose, on va le faire. Ça, c'est sûr. D'accord. Voilà. Nous allons accueillir notre premier intervenant par téléphone, M. Draman Sanou, qui nous appelle de Solenzo. Bonsoir. Monsieur Sanou est là? Je crois que M. Sanou est parti, donc on poursuit avec vous, M. Benao. C'est justement l'abandon dont parle M. Irénée Ouedraogo des parlementaires. Concrètement, vous-même, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez voté des lois, voilà, vous attendez les résultats, mais bon, si jusque-là, la loi a été votée, par exemple, programmation militaire en 2017, nous sommes en 2020, 3 ans plus tard, est-ce que vous êtes allé voir les moyens que nous avons mis à la disposition des soldats? Est-ce qu'effectivement, c'est arrivé à leur niveau? Est-ce qu'ils ont les moyens pour travailler? Est-ce que tout se passe comme il se faut? Effectivement, la population se sent abandonnée, c'est-à-dire celui qui est dans les problèmes ne voit pas souvent les solutions qui arrivent vite. Sinon, au niveau de la loi de programmation militaire, je vous parlais tout de suite de la mission d'information. L'un de ses objectifs, c'était de voir comment les crédits alloués sont gérés au niveau de cette loi de programmation militaire, et voir aussi le moral de la troupe. Donc, c'est dans notre mission de contrôle gouvernemental, là, nous sommes sortis effectivement pour voir comment les crédits... Je vous arrête. Oui. On écoute M. Sanou qui est de nouveau à ligne, me dit-on. Bonsoir, M. Sanou. Monsieur Sylvain Gombo, bonsoir. Nous vous écoutons. Je vous remercie pour l'émission. D'accord. Ça me va trop au cœur. Ok, votre question, s'il vous plaît. Ma question va au docteur Émile Ouedraogo. Ok, il vous écoute. En tant qu'expert, connaissant notre armée, et il n'est plus au pays, quelle solution de stratégie, de sorte de crise qu'il propose aujourd'hui à notre armée nationale? D'accord, il vous a compris, il vous répond. Okay, merci. Merci d'avoir appelé. Docteur Ouedraogo. Merci pour cet appel de Solenzo. Je dirais en tant qu'expert que pour une sortie de crise, je peux vous dire que c'est un travail de longue haleine et il ne faudrait pas que nous tombons dans la précipitation. Et il faut aussi partager les responsabilités. La première responsabilité qui incombe bien sûr à l'État dans ses rôles régaliens. Et la deuxième responsabilité qui va se situer au niveau donc, des populations et des communautés, je crois qu'il faudrait qu'on puisse se les partager. Au niveau de l'État,
je crois qu'il faut absolument et à tout prix, en ce qui me concerne, qu'on puisse reconquérir les zones qui sont sous contrôle. Il faut arriver absolument et par tous les moyens à reconquérir donc les zones qui sont sous contrôle des organisations terroristes et des criminels, afin de pouvoir rassurer la population, afin de pouvoir créer donc un climat où l'État va revenir s'installer, qui est l'administration et qui est donc une sérénité. Il faut pour cela, à ce que, faut revenir dans le thème que nous avons aujourd'hui, arriver donc à opérationnaliser un certain nombre de décrets et de lois qui ont été pris. Je pense que les honorables sont là. Il faut que nous puissions mettre en œuvre tout ce corpus de textes qui concerne la participation communautaire dans ces genres de conflits. Parce que là où la guerre est en train de l'allure où ça prend, l'implication des communautés et de la population va jouer un rôle déterminant. Et c'est extrêmement important. Et pour continuer dans la même lancée, il faudrait que les organisations de la société civile puissent aussi jouer un rôle à l'heure actuelle. Les organisations de la société civile peuvent effectivement faire de la médiation, de la négociation. Ils peuvent sensibiliser. Ils peuvent aussi faire en sorte que nous puissions passer des messages de tolérance et de paix au sein des communautés pour la simple raison qu'ils ne sont pas donc des représentants de l'État. Ils sont dans une position qui leur permet de pouvoir faire ce genre de travail. Il y a un certain nombre de mécanismes aussi de gestion de paix qui sont en place qu'il faudrait remettre en selle. Je parle donc je parle essentiellement du... Il y a eu comment on l'appelle encore, l'Observatoire national de gestion donc, des crises qu'on a créé en 2015, qu'il faut remettre sur la sellette. Il y a le colloque national du ministère de la Sécurité sur le rôle de la culture et dans la lutte contre l'extrémisme violent, qui est extrêmement important, qui peut être un fédérateur entre les communautés qui y vivent. Et enfin, il y a même l'initiative de Manega, qui a été lancé après la crise de Yirgou, que je pense, voilà, l'appel de Manega, pardon. Voici autant d'initiatives qu'il faut remettre sur la sellette pour que nous puissions donc rapidement aborder et résoudre cette crise. Honorable M. Abou Nogo, sur notre page Facebook, vous pose la question, à quand les terroriton? En référence au coronaton, à quand les terroriton? Non, ça dit que peut-être qu'il n'a pas... En fait, bon, je pense qu'il ne faut pas... Ce n'est pas parce qu'on a fait le coronaton là qu'il faut forcément faire... De toute façon, quand vous prenez la question sur la sécurité, beaucoup d'efforts ont été faits. Ce que les gens ne savent pas, c'est ça en réalité. Je vous prends par exemple du point de vue législatif. Regardez, par exemple, en 2018, l'Assemblée nationale a consenti 173 milliards, 651 320 000 francs pour la défense. Ça, ce sont les chiffres. Ça, ce sont les chiffres. La réalité est-elle... Non, ça dit, la réalité, là, quand vous parlez, moi, je vous ai dit au départ que nous ne jamais d'où est-ce que nous venons. Parce que c'est ça. Non, la question, c'est de savoir ce que vous avez voté et ce que les gens ont reçu effectivement. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que les 173 milliards les chiffres que je vous ont donne, été, on va dire, décaissés effectivement au service exactement, ça a été décaissé. de Ça a été okay. décaissé pour servir là. Ce que je vous La donne, précision est importante pour permettre aux gens de comprendre. Ça a été décaissé. Oui. Et regardez, quand on passe en 2019, ce montant est passé à 209 milliards 726 310 000. C'est quand même consistant. Ce que les FDS ont reçu. Ce que les FDS ont reçu. Ça représente 8,86% du budget. C'est pas mal. Et quand vous prenez au niveau de la sécurité, en 2018, on avait 70 milliards 644 millions, soit 2,89%. Et en 2019, c'est passé à 100 milliards 892 millions 221 000. Ça faisait 4,26%. C'est pas rien. Donc, il y a eu un effort quand même qu'au niveau du gouvernement, on a eu à faire. Et même nous, au niveau de l'Assemblée, comme il l'a bien dit tout à l'heure, au niveau du Parlement, du Parlement, chaque député a contribué à hauteur d'1 million à cette lutte-là. Oui, mais il demande peut-être est-ce qu'il y aura une campagne de mobilisation de fonds. C'est la question de M. Nogo. Pour comparaison, je pense que la différence, c'est peut-être, bon, parce que sous l'égide de l'institution, il y a eu un certain nombre d'autres institutions qui se sont associées à l'Assemblée, et puis bon, ça fait quelque chose de gigantesque, etc. Tout.
Sinon, l'institution Assemblée a été constante dans sa démarche. D'accord. Voilà. On écoute, on prend M. Nyambré Bourema qui nous appelle de Ouarglaï. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Simon. Nous vous écoutons, M. Nyambré. Voilà, j'ai 2 questions et 3 questions. La première question, c'est adressée à M. le docteur. D'accord. Pendant que les terroristes sont en train de tuer la population, on n'entend rien. Mais lorsque ce sont les militaires ou les FDS qui tuent les terroristes, on attend maintenant les droits de l'homme qui sortent et essayer de dire non. Est-ce que cette manière de se comporter ne ralentit pas la lutte contre le terrorisme? Deuxième question qui lutte pour nous aussi, lorsqu'on chasse les personnes qui deviennent les déplacés, et on se rend compte que les domiciles de ces déplacés sont habités par des personnes, est-ce qu'on peut qualifier ces nouveaux occupants de ces choses-là comme des terroristes? Si les militaires partent tuer ces gens, sont-ils des terroristes ou bien ce sont les populations? On n'a pas bien saisi votre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez reprendre la deuxième question? Oui, lorsque les terroristes viennent chasser les gens qui quittent leur domicile pour devenir les déplacés internes ailleurs. Et on se rend compte que les anciens domiciles des déplacés accueillent encore d'autres personnes qui y vivent, qui gèrent leurs biens qu'ils ont abandonnés. Est-ce qu'on peut qualifier ces nouveaux occupants des maisons de séjour-là, des déplacés-là, comme des terroristes? Et si on tue ces gens, ce sont des terroristes ou bien ce ne sont pas des terroristes? Maintenant, ma question s'adressant aux choses, les députés ont dit qu'ils ont voté des lois et on a exécuté des milliards pour ça. Je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont fait le suivi? Parce que sur le terrain, les militaires sont en train de se plaindre des FDS. Nous, on entend que vraiment, ils n'ont pas de moyens. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour faire pour revendiquer ça de nous au FDS? Il y a voté à part, mais exécuté en chose. Voilà, c'est comment j'avais à leur demander. Merci beaucoup. On commence par vous, docteur. Merci pour cet appel de Ouarglaï. C'est 2 questions en une en réalité. Oui, 2 questions vraiment en une. Je peux vous dire et vous certifier que les exactions, qu'elles viennent des forces de défense et de sécurité ou qu'elles viennent des terroristes, je peux vous dire que c'est des actes qui sont condamnables. Vous savez que les forces de défense et de sécurité répondent devant la loi et les droits, et alors que les terroristes vraiment échappent à cela. Donc ce qu'il faut comprendre, nous avons intérêt à faire en sorte que nous puissions gagner la guerre des cœurs de la population. Et pour cela, nous devons faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité restent professionnelles et qu'ils puissent vraiment ne pas tomber dans le piège des terroristes, en ce sens que ces exactions ne font que servir leur cause. Je peux vous dire que beaucoup de gens, quand on écoute le cas du Mali, on rejoint les organisations terroristes parce que simplement les forces de défense et de sécurité ou les autres communautés ont commis des exactions vis-à-vis de leur famille. Donc ça profite, c'est du pain béni pour les terroristes. Et pour cela, c'est en fait normal que nous puissions condamner cela et ne pas tomber dans ce piège. Et sinon, ce que vous dites est par rapport à l'occupation des maisons abandonnées par les personnes déplacées, ça c'est une question vraiment très pratique. Est-ce qu'on doit les considérer comme des terroristes ou des populations paisibles? Dans cette situation, comme je l'ai dit, le conflit intercommunautaire amène et attire beaucoup d'autres problèmes. Et c'est ça aussi l'objectif recherché. Et si des gens qui abandonnent leur maison, on retrouve d'autres occupants, qu'ils soient terroristes ou qu'ils soient des populations, il faut reconnaître que tout cela ne profite qu'aux terroristes. Dans tous les cas, nous devons faire en sorte que les populations puissent repartir dans leur maison. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut absolument que le gouvernement puisse reconquérir les zones et que les gens puissent repartir paisiblement, vivre dans leur milieu d'habitation. Honorable, sur le contrôle. Monsieur Nyambré vous demande, vous avez donné les chiffres. Je voudrais que... Maintenant, est-ce que réellement sur le terrain, vous vérifiez on en a parlé de façon succincte, répondez à monsieur Nyambré. Je pense que sur le terrain, on a vérifié les crédits vraiment alloués à la défense sont en tout cas destinés à la défense. Ce que les gens ne savent pas, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire.
tout est prioritaire. On parlait de la loi de programmation militaire, où on devait donner chaque année 145 milliards. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables de donner 50 milliards. C'est pour dire que le besoin là exprimé, que l'armée exprime, n'arrive pas à l'atteindre, compte tenu que tout est urgent dans ce pays. Sinon, cela ne veut pas dire que les crédits partent ailleurs. Hein? En tout cas, mais compte tenu que certainement la mobilisation même budgétaire ne nous permet pas d'atteindre les 145 milliards par an, donc il va y avoir un vide à quelque part. Je pense que c'est ça. Sinon, sur le champ, les gens n'ont qu'à se rassurer qu'on a tous les systèmes pour pouvoir vérifier cela. Comme je l'ai dit, il y a des missions d'information, il y a des commissions d'enquête, que depuis 2018, je pense qu'il y a une attention particulière au niveau du ministère de la Défense. Voilà, merci. Monsieur Abdraman Sawadogo nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je suis l'émission avec intérêt. D'accord. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, par la presse, nous avons entendu les dojos et les colvéros qui disent qu'ils sont d'accord pour travailler avec les forces de l'ordre. Je ne sais pas où est-ce que nous en sommes avec cette situation. On ne vous entend plus très bien, mais on a compris la question. Hein, docteur, vous pouvez... Oui, vous êtes là, Abdraman Sawadogo? Alors, il est parti, mais on a compris la question. L'école Ouégourou, les dozos qui disent qu'ils sont prêts à travailler avec les forces de défense et de sécurité. Pour vous, puisque le gouvernement n'est pas ici, donc on ne va pas... personne ne pourra répondre si c'est possible ou pas, mais en tant qu'expert, on veut votre point de vue là-dessus. Comment est-ce que cette collaboration peut être possible? Non, je peux répondre à cette question pour la simple raison que dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a cette possibilité de collaboration. Parce que le gouvernement a fait un décret en 2016, le décret d'abord 1052, dans lequel il est stipulé dans le concept de la participation communautaire, donc la participation des initiatives locales de sécurité. Et dans ces initiatives locales de sécurité, les DOZO, les Kogolowego, l'association Wenpanga, l'association Oruga, donc, ont été donc identifiés comme des initiatives locales de sécurité, des groupes communautaires qui peuvent effectivement, dans le cadre donc, de leur attribution, participer d'une manière préventive à la lutte contre l'insécurité et bien sûr le terrorisme. Donc cela est déjà encadré par les textes et la loi. Donc il n'y a vraiment pas de souci par rapport à cela. Et c'est même très normal. Alors, honorable, on va prendre une question sur notre plateforme, M. Ousmane Salouka. Oui. N'êtes-vous pas bien placé pour appliquer la rigueur dans la mise en œuvre de la non-stigmatisation des communautés, notamment peut-être à travers des lois? Il vous demande comment est-ce que vous pouvez justement participer à cela. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de prendre une loi pour réglementer ces questions de stigmatisation? C'est une question. Bon, je ne sais pas, mais je me dis que malheureusement notre pays a de perdre ses valeurs. C'est ça que je peux dire, malheureusement. Parce que ce sont des questions qui ne devraient même pas être posées normalement. Quand vous faites un recul de 30-40 ans, on vivait quand même en harmonie, on vivait sur un certain nombre de valeurs. Bon, qu'il y ait une difficulté, on demande si on peut légiférer là-dessus. Je pense que même si, est-ce qu'en légiférant, ça règle le problème? Le problème, la solution, c'est de travailler plus à régler les problèmes, à ne pas considérer une communauté, de ne pas stigmatiser une communauté, de ne pas... Bon, moi, je pense que les mécanismes, vous voulez dire, existent déjà dans nos communautés. Voilà, il suffit de les utiliser pour pouvoir résoudre le problème. Monsieur Bakary Séré nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Nous vous écoutons. Monsieur Séré, vous êtes à l'antenne. Oui, merci bien. Merci bien. Je voudrais participer à l'émission. Merci bien, monsieur Simon Bongo. Nous vous écoutons. Bien, je voudrais m'adresser au docteur. Il vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, je voudrais savoir quels sont les véritables mobiles
Il est parti. Bon, on peut compléter sa question. Hein. Quels sont les mobiles, certainement, des groupes terroristes qui attaquent? Bon, si c'est ça la question, je crois que les mobiles, vraiment, il faut aujourd'hui peut-être parler même de circonstances. Voilà, je complète que voilà, il veut savoir, on me souffle à l'oreille qu'il veut savoir quels sont les mobiles des groupes terroristes qui attaquent, puisque pour la plupart des cas, il n'y a pas de revendication. Donc j'ai dit dans mon mot introductif que en fait les groupes terroristes classiques là, je parle de AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique au Grand Sahara, revendiquent leur acte. Leur vision est très claire, c'est imposer une vision rigoriste de l'islam, qu'on appelle donc à travers une guerre sainte qu'ils appellent le djihadisme. Et les autres ont profité, ou ensemble, ils font en sorte que ils puissent se retrouver sur au moins sur un terrain d'entente. Ils utilisent tous la violence, mais ils ont des objectifs différents. Les hommes armés non identifiés, qu'on appelle les ANI, c'est des bandits armés, c'est des criminels, et qui sont là, qui profitent donc de cette ambiance de violence pour pouvoir atteindre leur objectif. C'est quoi? C'est continuer à faire donc, le trafic illicite, continuer donc à faire leurs activités donc, illicites. Et enfin, comme je l'ai dit, tout cela a eu comme conséquence d'impacter sur la cohésion sociale et les conflits intercommunautaires. Donc, quand vous parlez des mobiles, il faut répartir à la typologie de la violence et de l'extrême et du terrorisme de Burkina. Et si vous arrivez donc à comprendre que chaque groupe et chaque type d'organisation poursuit des objectifs différents, vous comprendrez qu'il n'y a pas une vision commune donc, de toutes ces organisations terroristes. Mais pour ce qui concerne les organisations classiques, c'est pour imposer bien sûr un islam rigoureux et un djihad qui fera que tout le monde va adhérer donc à leur façon de voir la religion. D'accord. Monsieur Salif Lompo nous appelle de Bilanga. Priorité aux téléspectateurs qui appellent. Bonsoir. Merci, monsieur. Nous vous écoutons. Je voudrais intervenir par rapport à nos représentants qui sont, je veux parler des députés. Oui. À mon avis, il faut une solution endogène à ce problème de sécurité. C'est-à-dire que les forces de l'ordre doivent aller vers les populations. Ils doivent créer des cadres où les populations civiles peuvent intervenir sans se faire hacher la nuit ou le jour. Ça, c'est important. Le cas des Koloero est patent. Le grand banditisme aujourd'hui qui est fini est dû à l'intervention des Koloero. Et ça a été une solution endogène. Quant aux hommes, aux macarons que nous voyons sur le présidium, je dis qu'ils sont restés très théoriques et très loin des préoccupations du peuple. Parce qu'ils parlent des grands budgets, des milliards. Monsieur Lompo, je vais recadrer un peu avant qu'on poursuive, parce que quand vous parlez de macarons, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est les députés, je parle. Les ah oui, mais voilà. C'est mieux d'utiliser les députés, sinon macarons, c'est quand même un peu... Cet terme-là, peut-être, ça vous plaira plus. Voilà, les honorables députés. Voilà, merci. Ça peut aller? Ça peut aller, merci bien. OK. Donc, pour moi, ils sont restés très loin des préoccupations réelles du peuple. On n'est pas à une situation de budget, de milliards, non. C'est comment faire pour que les gens vivent en paix. Les milliards, on sait où c'est parti. Je peux peut-être rappeler qu'il y a un bunker à Manga où ça pose problème actuellement. Jusque-là, on n'est pas encore arrivé à établir un lien entre le bunker voilà, de Manga OK, ça c'est possible. Et je peux peut-être, avant de finir, je voudrais peut-être féliciter le spécialiste qui nous a vraiment éclairé. Oui. Sincèrement, il nous a éclairé sur beaucoup de situations et nous vraiment nous en remercions. OK. Votre question avant de terminer alors? La question c'est à quand la fin du couvre-feu? Parce que nous sommes sous 2 ans de couvre-feu à l'Est et ça fait plus de mal que de bien. Pendant qu'on passe tout le temps à dormir et à ne plus travailler, l'insécurité grandit tous les jours et toutes les nuits. Quelle est la valeur du couvre-feu à l'Est ou dans tout le Burkina? Quelle est cette valeur du couvre-feu? C'est pour nuire davantage ou il y a quelle raison?
D'accord. Voilà. Il ne pourra pas certainement répondre à la première partie, à quand la levée, puisque ce n'est pas lui qui a décrété le couvre-feu. Il peut juste apprécier l'impact du couvre-feu, peut-être sur le rapport entre couvre-feu et puis peut-être la montée de l'insécurité. Peut-être les voix plus autorisées viendront parler de la levée ou non. C'est une précision importante. Et je précise aussi aux téléspectateurs qu'il n'y a qu'un expert et des parlementaires sur ce plateau. Vous pouvez leur adresser les questions en fonction de leur domaine de compétence. Sinon, ils ne pourront pas vous répondre. Docteur Ouedraogo. Merci. Comme l'a dit Simon Gongo, je ne pourrais peut-être pas répondre à la place du gouvernement par rapport donc à quand est-ce la levée du couvre-feu. Mais il faut d'abord... Et avant de vous laisser poursuivre, c'est très important, cette émission, c'est vraiment permettre aux parlementaires d'échanger directement avec les citoyens. Avec le gouvernement, il y a un autre cadre pour cela. Et c'est pourquoi on n'a pas voulu associer. C'est vraiment de façon spécifique, parlementaire face aux citoyens. Et le titre de l'émission le dit bien à propos, dialogue citoyen élu. Docteur Ouedraogo. Merci pour cette précision. Je crois que c'est effectivement extrêmement important que les élus puissent dialoguer avec les citoyens et qui ont été donc élus d'ailleurs pour ça, pour représenter et être les porte-parole donc de ces populations. Je voudrais simplement préciser que si le couvre-feu a été installé, maintenant c'est vraiment une réflexion personnelle, c'est parce que simplement je pense que c'est pour restreindre un certain nombre de capacités de mouvement des terroristes. Et si vous estimez que la situation sécuritaire à l'Est est acceptable, je pense que en tout cas l'appréciation sera faite. Et si le besoin ne se justifie pas, je pense que cela ne pourra pas être un problème. Mais je crois que c'est extrêmement important de pouvoir limiter et contrôler les mouvements des terroristes. Vous ne pouvez pas comprendre l'impact que cela a, parce que la possibilité et la facilité de mouvement est un facteur important dans une guerre de ce genre. Asymétrique. Alors, une question de Nabaloum Francis sur notre page Facebook. Il est grand temps d'organiser un forum de réconciliation. Enfin, ce n'est pas une question, c'est un commentaire, donc vous allez réagir après. Il est grand temps d'organiser un forum de réconciliation nationale pour évacuer les germes de la stigmatisation et de la division. Deux entités favorables à l'éclosion du lot du djihadisme ou du terrorisme. D'abord, l'expert va réagir là-dessus. Est-ce qu'il a raison? Non, moi je crois que c'est une très bonne proposition. Une très bonne proposition. Nous sommes obligés de faire un forum de réconciliation nationale, mais je ne voudrais pas emprunter, donc rentrer dans ce débat politique. Mais pour le cas précis et pour revenir à notre thème encore, je pense que c'est absolument nécessaire pour qu'il y ait le renforcement de la cohésion sociale, pour qu'il y ait l'unité nationale, que nous puissions nous asseoir pour parler et pour voir que chacun puisse assumer les responsabilités qui lui incombent. Les honorables, parce que c'est deux questions, il y a M. Karim Ouedraogo qui pose la même question. L'unité nationale ne passe-t-elle pas par une réconciliation qui rejoint la question de Francis Nabaloum? Effectivement, c'est une très bonne question. Comme je le disais, en 2018, après l'autre session extraordinaire sur la sécurité, l'une des recommandations de l'Assemblée nationale était de réunir les chefs coutumiers, les leaders religieux, pour une grande rencontre. Je pense que ça rentre dans cette optique-là. Il y a un qui a parlé de solutions endogènes. Je pense que ça, c'est vraiment une solution endogène. Puisque quand on prend les sources même du terrorisme, je pense que ça est dans la société. Donc, il faut partir aussi de la société pour rechercher quand même le remède contre les terroristes. Donc, je pense que c'est une très bonne solution de la réconciliation nationale. Je pense que c'est une idée à proposer. Peut-être pour ajouter, oui, allez-y, rapidement. Vous savez bien qu'actuellement, il y a le président de l'Assemblée qui est en train de faire vraiment un grand tour dans 5 régions ciblées. Et je pense que les messages qu'il donne dans ces régions-là vont dans ce sens-là toujours. Il faut rencontrer les FDS, il faut rencontrer les personnes de ressources, les leaders religieux, etc. Et tout ça, c'est pour recueillir un certain nombre d'informations, un certain nombre d'idées qui vont conclure justement à fédérer cette histoire de réconciliation. Je pense qu'on est dans la même logique, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'opposition particulière. Alors, Abdoulaye Ouedraogo nous appelle de Ouagadougou. Nous l'écoutons. Bonsoir.
Merci beaucoup. Pour aller très vite, merci. L'émission est très intéressante. Je vais intervenir sur 2 points exactement. Allez-y. Alors, le cas de Korluero et la réaction des terroristes à un moment donné. Alors, pour ce qui est du cas de Korluero, je pense que le docteur Émile sait très bien, et il a bien dit qu'il y a des textes donc, qui voulaient mettre en place la police de proximité. Alors, si ça avait été fait, je pense que c'était un début de solution. Maintenant, pour revenir au cas exactement de Korluero, je pense qu'il y a un problème qui se pose. Je ne sais pas si je me pose bien la question, est-ce qu'on connaît bien notre pays? En tout cas, dans la région du Nord, le Korluero existe depuis très longtemps. Il y a eu un amalgame à un moment donné, lorsqu'il y a eu des Korluero à l'Est qui faisaient des exactions. Alors, au lieu juste de mettre ça dans le compte juste de simples problèmes de loi, les gens ont généralisé que tous les Korluero, il fallait les mettre hors chose, il ne fallait pas les considérer, ce sont des bandits. Et ça a été un débat au niveau national qui a pourri la situation à tel enseigne que finalement on a laissé tomber la solution d'armer la population. Or, ce Korluero du Nord, je ne sais pas ailleurs, mais je sais de quoi je parle, c'est l'émanation même des populations. Ce sont des populations qui les ont mis en place depuis très longtemps pour se protéger. Donc il aurait fallu tout simplement que les gens les encadrent et les arment contre chose. Mais là, en refusant de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les djihadistes ont fait des exactions. Et les populations en avaient marre, ils ont aussi réagi. Ça, c'est tout à fait logique. Alors, quand ils réagissent, les gens parlent justement que les gens sont en train de faire, si vous voulez, contre les droits de l'homme. Alors, maintenant, pour ce qui est des réactions donc des djihadistes contre les populations, vous savez bien que ça, c'est pas une stratégie. Ils n'ont pas voulu faire face tout simplement à l'armée, qui était devenue monter en puissance. Ils se sont retournés contre les populations. Si vous retournez contre les populations, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Les populations, tout simplement, ne peuvent pas venir en vous. Donc, en réalité, ce n'était pas sa stratégie consistait tout simplement à diviser le peuple burkinabé. Ce qu'ils ont réussi, parce que tout simplement, au lieu justement que les gens se rendent compte que justement c'était pour nous diviser, les gens voulaient tout simplement profiter de ça au niveau national pour se régler les comptes. Et ça, c'est ça qui a plutôt aidé les djihadistes. Mais sinon, aller tuer les femmes à Arbinda n'est pas une stratégie. C'était pas une stratégie. Pourquoi les gens pensent que ça c'est une stratégie? C'est pas une stratégie. C'est justement la stratégie, c'était pour nous diviser. Effectivement, là, ils ont réussi. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est juste une contribution, non, mais il n'y a pas de question en tant que telle. Merci beaucoup. Merci pour la contribution que nous accueillons à sa juste mesure. Alors, il y a M. Diko Amidou, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, je vais lire juste la question. Diko Amidou sur notre page Facebook qui se pose la question pourquoi des ONG comme Human Rights Watch dénoncent par presse interposée des exactions supposées commises par les FDS. Comment elles obtiennent ces informations alors que bon, quand il s'agit des terroristes, elles ne disent rien. Il y a aussi une question qui va s'adresser au docteur Ouedraogo, Emilienne Swala. Le renseignement est un volet important dans la lutte contre le terrorisme au point que la France demande aux États-Unis de revenir sur sa décision de se désengager de l'Afrique. Pouvez-vous confirmer que nous aurons toujours l'accompagnement des États-Unis dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme et pour combien de temps encore? C'est sûr que vous n'avez pas cette réponse, mais bon, un commentaire quand même sur le renseignement. Merci. Et je crois qu'elle a touché du doigt un outil important, un élément important dans la lutte, dans une guerre, surtout une guerre de ce genre, une guerre asymétrique. Et le renseignement joue un rôle capital. Et en ce qui nous concerne, je crois que je peux dire que, rapidement, très rapidement, en une minute, parce que nous sommes pratiquement chose, que nous pouvons capitaliser nos moyens au niveau national sur ce qu'on appelle le renseignement humain. Le renseignement humain, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la participation de la communauté. Ça, c'est un renseignement à bas prix, c'est un renseignement non coûteux, c'est une contribution patriotique. Et ce renseignement, je peux vous dire qu'il a une valeur encore plus importante que le renseignement électromagnétique et le renseignement donc, des drones et ce qui s'ensuit des satellites. On va s'arrêter là. Docteur Émile Ouedraogo, je rappelle que vous êtes enseignant alors, au Centre d'études stratégiques, c'est aux États-Unis. Honorable
Sombi Albert Benao, vous êtes de l'Assemblée nationale, honorable Dieudonné Sorgho. Merci d'être venu participer à cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a donc assisté ce soir, à toute l'équipe qui m'a aidé aussi à préparer l'émission, à tous ceux qui ont intervenu d'une manière ou d'une autre. Bonne suite de programme sur la RTV.